La première fois que j'ai trouvé la porte de la cuisine entr'ouverte au petit matin, j'ai cru avoir oublié de la fermer. La deuxième fois, j'ai commencé à douter. À la troisième, j'ai su. Pas qu'il s'agissait d'un cambriolage. Non, rien ne manquait. Mais quelque chose ou quelqu'un franchissait mes limites sans mon accord. Depuis que Bernard est parti, le silence dans la maison s'est installé comme un vieux manteau qu'on n'arrive plus à enlever. Certains matins, je restais assise au bord du lit, à tendre l'oreille pour un bruit familier, le tintement de sa tasse contre l'évier, le froissement du journal qu'il lisait toujours au salon. Mais il n'y avait que le souffle du ventilateur de plafond et le craquement régulier du parquet. Il m'arrivait encore de faire du café pour deux. Ce n'était pas de la confusion, juste une habitude qui me rassurait. Le deuil ne crie pas, il murmure. Et malgré cette brume dans ma poitrine, j'étais toujours capable de faire mes courses à l'Intermarché, de gérer mes factures avec EDF et même d'aller à mon club de belote le jeudi. C'est autour de cette période que Rémi et Manon ont commencé à passer plus souvent. Au début, j'étais contente de les voir. Rémi arrivait le dimanche avec des chouquettes, Manon avec son petit sourire de psychologue et ses yeux soucieux. On vient juste voir si tout va bien, maman, disait Rémi, d'une voix si douce qu'elle me faisait sentir fragile. Je me disais que c'était gentil, peut-être même attentionné. Pourtant, quelque chose dans le ton de Manon me mettait mal à l'aise, comme si elle m'écoutait poliment, mais prenait mentalement des notes pour son prochain rapport. Elle me demandait: tu sais où tu as mis tes clés de voiture, Mireille? Même quand je les tenais dans la main, je riais, bien sûr, mais je la voyais échanger un regard avec Rémi, comme si j'avais raté un test sans le savoir. Ils ont commencé à venir sans prévenir. Parfois, j'étais encore en robe de chambre quand j'entendais la clé tourner dans la serrure, et Rémi appelait maman, comme si j'étais une enfant. Une fois, je lui ai dit calmement: chérie, préviens-moi avant de venir. Juste un petit coup de fil. Il m'a souri et a répondu: on s'inquiète, tu sais, ce n'est plus très sûr ici toute seule. J'ai voulu lui dire que je n'étais pas seule, que j'étais en deuil, mais je n'ai rien dit. Puis il y a eu les petits changements, les sacs de courses que je n'avais pas demandés. Manon qui déplaçait mon porte-épices et déclarait: ce sera plus simple ainsi. Ils ont même réorganisé mon armoire à pharmacie. Elle m'a tendu un planning de vitamines, colorié comme pour un patient en suivi. J'ai souri, j'ai remercié. Mais une voix en moi a murmuré: ce n'est pas de l'aide. C'est une prise de contrôle. Ils disaient que c'était pour mon bien. Chaque visite s'accompagnait d'un petit quelque chose, des fleurs, une boîte de biscuits, un dossier imprimé. Mais sous les sourires, je sentais une attente, comme si j'étais censée remercier, céder, obéir. Rémi passait maintenant 2 ou 3 fois par semaine. Manon, elle, restait plus longtemps, s'asseyait dans la cuisine avec un carnet dans les mains, prétendument pour discuter. Elle posait toujours les mêmes questions. Tu dors bien, Mireille? Tu n'as pas trop de mal à te rappeler les choses ces derniers temps? Je répondais, poliment mais fermement. Oui, je dormais. Non, je ne perdais pas la mémoire. Mais ce n'était jamais suffisant. Un jeudi, après ma partie de belote, je suis rentrée et j'ai trouvé les rideaux du salon changés. Manon les avait remplacés par des voilages clairs, plus modernes. C'est plus lumineux comme ça, non? M'a-t-elle dit en me voyant froncer les sourcils. J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour protester. Mais je me suis assise dans mon fauteuil avec cette sensation désagréable que mon propre salon ne m'appartenait plus tout à fait. La semaine suivante, c'est la voiture qui a disparu. Ma vieille Clio, toujours garée devant la maison. Je suis sortie, les clés en main, et elle n'était plus là. Le cœur battant, j'ai appelé Rémi. Il a répondu calmement: ah oui, je l'ai prise ce matin. Tu avais un peu de rouille sur les freins. Je l'ai emmenée faire un tour. Il n'avait pas demandé, il n'avait pas laissé de mots. Et pourtant, il parlait comme si tout cela était normal. Tu sais, c'est mieux si je la conduis de temps en temps, pour éviter qu'elle s'abîme. J'ai simplement dit: d'accord, mais la prochaine fois, dis-le-moi avant. Il a répondu en riant doucement: bien sûr, maman, t'inquiète pas. Mais je m'inquiétais. Je ne disais rien, mais j'observais. Ils avaient maintenant une clé. Ils entraient quand bon leur semblait. Je n'avais plus besoin de deviner leur présence. Je la sentais. L'ordre des choses changeait doucement, presque imperceptiblement. Un cadre photo déplacé, une boîte de médicaments remplie sans que je le demande. Mon placard réorganisé pour plus de facilité. J'étais toujours chez moi, mais le décor m'était de moins en moins familier. Un dimanche, alors que Manon rangeait les courses dans ma cuisine, elle m'a demandé: et si tu avais un peu d'aide à domicile, juste pour quelques heures par semaine? J'ai haussé les sourcils. Pourquoi faire? Elle a souri sans répondre, et je l'ai vue cocher quelque chose dans son carnet. Ce soir-là, seule dans ma chambre, je me suis surprise à verrouiller la porte pour dormir. C'était une première. Non pas parce que j'avais peur d'un inconnu, mais parce que pour la première fois, je doutais de ceux qui disaient m'aimer. Le lundi matin suivant, je m'étais levée tôt. J'avais prévu d'aller chercher quelques légumes frais au marché et de passer à la pharmacie pour renouveler ma prescription. J'avais mis mon manteau, pris mon sac, attrapé les clés sur le petit crochet à côté de la porte. Mais en sortant, j'ai trouvé l'allée vide. Ma Clio n'y était plus. Mon premier réflexe a été la panique. J'ai regardé autour de moi, comme si elle avait pu se garer ailleurs toute seule. Rien.
Pas de traces, pas de bruit. J'ai reculé lentement jusqu'au perron, les clés serrées dans la main. Mon cœur battait trop vite. Une pensée a traversé mon esprit. On me l'avait volé. J'ai composé le numéro de Rémi, mes doigts tremblants. Il a décroché au bout de 2 sonneries. Ah oui, maman, la voiture. Je l'ai prise ce matin. Je pensais que tu dormais encore. Elle avait besoin d'un petit tour, tu sais, pour faire tourner le moteur. Et puis moi, je voulais vérifier la pression des pneus. Son ton était calme, rassurant, comme si cette décision lui revenait de droit. Il n'avait pas demandé, pas laissé de mots, rien, juste disparu avec un objet qui m'appartenait, comme si ce n'était plus tout à fait le cas. Tu aurais pu me prévenir, ai-je dit doucement. Il a ri, presque comme un parent qui gronde gentiment son enfant. Ne t'en fais pas, je la ramène cet après-midi. T'avais rien de prévu, si? Je me suis tue. Je n'allais pas lui dire que j'avais prévu de sortir. Pas envie de lui donner l'impression que j'avais besoin de son approbation pour mes allées et venues. Alors j'ai répondu: D'accord, à tout à l'heure. Mais je suis restée plantée là, sur le pas de la porte, les clés inutiles dans la main. Ce n'était pas la voiture en soi, c'était ce que ça signifiait, ce que ça révélait, une nouvelle ligne franchie sans consentement. Quand il l'a ramenée en fin de journée, elle était propre, le réservoir plein. Il m'a tendu les clés avec un sourire satisfait. Tu vois, elle roule comme une neuve. J'ai murmuré un merci, il a cru que c'était de la gratitude, mais c'était du chagrin, bien déguisé. Le soir venu, j'ai écrit sur un petit carnet que je garde dans le tiroir de la table de chevet. Rémi a pris la voiture sans me prévenir. Encore. J'ai souligné le mot encore. Ce n'était pas la première fois. Ce ne serait sans doute pas la dernière. J'ai commencé à noter les choses, les changements, les intrusions. Pas pour me plaindre, pour ne pas oublier. Parce qu'à force qu'on vous répète que vous êtes confuse, vous finissez par douter de ce que vous savez très bien. Et ce jour-là, j'ai su une chose avec certitude. Quelque chose était en train de glisser, lentement, méthodiquement, hors de mes mains. Quelques jours plus tard, en rentrant de la pharmacie, j'ai trouvé un homme sur une échelle, en train de vérifier mes gouttières. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. En bas, Rémi discutait avec lui, un cahier à la main. Il m'a vu arriver et m'a lancé: T'inquiète, maman. Il regarde pour installer une rampe le long de l'escalier. Ce sera plus sûr pour toi. Je n'avais rien demandé, rien autorisé. Mais je n'ai pas besoin de rampe, ai-je dit, doucement, mais fermement. Rémi a haussé les épaules. On préfère prévenir. Tu pourrais glisser un jour, et là, ce serait trop tard. Il a dit ça comme une évidence, sans méchanceté apparente, juste une conviction tranquille qu'il savait mieux que moi ce dont j'avais besoin. Ce fut le début d'une série de changements pour mon bien. Le chauffe-eau fut remplacé sans mon accord. Une entreprise de nettoyage est venue laver mes vitres un mardi matin sans que je sois prévenue. Puis il y a eu le fauteuil dans le salon, déplacé pour faciliter l'accès. Chaque fois que j'exprimais une réserve, on me répondait: On veut juste t'aider, Mireille. Et chaque fois, je sentais un peu plus de sol se dérober sous mes pieds. Je n'ai jamais été une femme passive. J'ai élevé Rémi seule pendant des années, enseigné à des classes entières de collégiens difficiles à Montreuil, réglé les factures, réparé les fuites, géré les crises. Alors pourquoi maintenant me parlait-on comme à une enfant? Un après-midi, Manon est restée pour le thé. Elle m'a observé verser l'eau bouillante avec cette expression faussement neutre qu'elle adopte quand elle cherche quelque chose. Tu sais, m'a-t-elle dit en remuant son sucre, ce genre de tâche peut devenir difficile avec le temps. Tu pourrais te brûler. J'ai posé la théière. Je fais du thé depuis 50 ans, Manon. Je pense savoir comment ne pas me brûler. Elle n'a pas répliqué. Elle a simplement hoché la tête, noté quelque chose dans son petit carnet et changé de sujet. Cette accumulation de gestes déguisés en attention commençait à amuser. Et pourtant, je gardais le sourire. Parce que s'opposer, c'était risquer de passer pour borné, ou pire, désorienté. Parce que dans ce nouveau langage qu'ils parlaient entre eux, le langage de l'inquiétude feinte, des diagnostics silencieux et des décisions unilatérales, je n'étais plus tout à fait adulte. J'étais devenue un projet. Et quand une semaine plus tard, j'ai trouvé une brochure sur les services d'assistance à domicile glissée entre les pages de mon livre de chevet, je n'ai rien dit. Je me suis contentée de la refermer, lentement, et de la ranger dans le tiroir du bas. Mais ce soir-là, j'ai vérifié 2 fois que les verrous étaient bien fermés. Non pour me protéger d'un danger venu de l'extérieur, mais pour me rappeler que tant que je pouvais encore tourner une clé, cette maison restait la mienne. Je faisais le ménage dans le buffet du salon, un dimanche après-midi tranquille. Une pile de courriers s'était accumulée, factures, relevés, quelques prospectus. Je triais calmement, le regard encore voilé de la fatigue de la veille, quand une enveloppe plus épaisse, non ouverte, attira mon attention. Elle portait le cachet du tribunal de Nanterre. Mon cœur se serra, sans raison apparente. J'ouvris doucement, les doigts tremblants, pour découvrir une requête légale. Rémi avait déposé une demande officielle pour obtenir une procuration médicale complète. Sans m'en parler, sans une discussion, pas même un soupçon de dialogue. Il avait déclaré, dans les termes les plus cliniques, que ma capacité à prendre des décisions était devenue incertaine. Une dégradation mentale, disait-il.
perte de mémoire, instabilité émotionnelle. Je suis restée figée, le document entre les mains. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une simple précaution, c'était une déclaration. Il me disait, noir sur blanc, tu n'es plus apte. Et le plus cruel, c'est qu'il l'avait fait avec calme, avec douceur, comme on administre un sédatif. Quand il est passé ce soir-là, je ne lui ai rien dit tout de suite. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi, a caressé la tête du chat, m'a demandé comment je me sentais. J'ai posé le papier sur la table entre nous, lentement. Il n'a même pas eu l'air surpris. Je voulais t'en parler, a-t-il dit, la voix douce, presque désolée. Tu sais que ce n'est pas contre toi. C'est juste pour t'éviter des complications, pour te protéger. Tu oublies des choses, maman. Tu laisses la porte ouverte, tu confonds les horaires. Ce n'est pas grave, c'est normal à ton âge. J'ai respiré profondément. Et c'est normal de me retirer mes droits sans même m'en parler? Il a posé la main sur la mienne. Ce n'est pas comme ça. Tu es fatigué. Tu mérites de te reposer un peu. Laisse-moi m'occuper des choses. Reposer, se retirer. C'est ainsi qu'on efface doucement quelqu'un, en le couvrant de mots tendres, en l'enveloppant dans des décisions prises sans lui. J'ai retiré ma main. Ce soir-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, pas à cause de la peur, mais parce que quelque chose en moi s'était brisé, une confiance ancienne, tissée à force d'années et de sacrifices. Je revoyais le petit garçon que j'avais nourri, élevé, consolé, et je ne le reconnaissais plus dans l'homme qui avait signé ses papiers. Je suis allée jusqu'à la commode de ma chambre, celle où je garde les souvenirs les plus anciens. J'y ai glissé l'enveloppe, sous les photos d'enfance. Pas pour l'oublier, pour me rappeler que désormais, il allait falloir me défendre, non contre l'oubli, mais contre ceux qui, sous prétexte de veiller sur moi, tentèrent de m'effacer. C'était un mercredi après-midi, juste après la pluie. J'étais installée sur le banc du petit square, près de la mairie, le visage tourné vers les nuages, encore lourd, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Madame Béraud. Je me suis retournée. Il m'a fallu quelques secondes pour reconnaître Alex. Alex Fontaine, l'un de mes anciens élèves. Il était en terminale quand j'étais encore conseillère principale d'éducation au lycée Jules Ferry. Il s'est assis à côté de moi, les cheveux plus courts qu'avant, une veste en toile sur le dos, un sac en bandoulière usé. Je travaille maintenant au centre d'aide juridique du quartier. C'est drôle, je pensais justement à vous la semaine dernière. On a parlé longtemps de ses études, de la fac de droit, de ses premiers dossiers. Il m'a regardé avec ce même mélange de respect et d'affection que j'avais vu dans les yeux de tant d'élèves au fil des ans. Je ne sais pas pourquoi, mais les mots sont sortis tout seuls. Je lui ai parlé de Rémi, de Manon, des changements dans la maison, de la voiture, des documents. Ma voix ne tremblait pas. Elle était calme, presque détachée, comme si je récitais l'histoire de quelqu'un d'autre. Alex m'a écouté sans m'interrompre. Pas de regard inquiet, pas de petit sourire condescendant. Juste une attention pleine, entière. Lorsqu'à la fin je lui ai dit « Je crois qu'ils essaient de me faire passer pour folle », il n'a pas haussé les sourcils. Il a simplement demandé « Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu plus sérieusement? Je peux t'aider. » Le lendemain, il est revenu chez moi. Il a sorti son ordinateur portable, m'a posé quelques questions précises, a pris des notes. Tu as des documents, des messages, des changements que tu pourrais noter ou prouver? J'ai sorti mon carnet, celui où j'écrivais depuis quelques semaines tout ce que je remarquais. Il l'a feuilleté en silence, puis m'a regardé. Tu fais bien. Ce n'est pas de la paranoïa, Mireille, c'est de la vigilance. Ce mot-là m'a fait du bien. Vigilance. Pas confusion, pas fragilité. Juste l'attention qu'on doit à soi-même quand les autres commencent à parler à votre place. Il m'a aussi proposé d'aller consulter un médecin indépendant, quelqu'un sans lien avec Rémi ou Manon. Pas pour prouver quoi que ce soit tout de suite, a-t-il dit, mais pour que tu aies une base claire si un jour on devait se battre pour toi. Se battre pour moi. L'idée m'a d'abord surprise. Puis j'ai senti une chose que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, une lueur, une minuscule chaleur dans la poitrine. Pas de victoire, pas encore, mais la fin du silence, la fin de cette solitude étrange où même vos proches ne vous voient plus. J'ai fait du thé pour deux ce soir-là, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment eu envie qu'on le partage. Alex avait pris rendez-vous avec un médecin indépendant, le docteur Kent, une femme d'une soixantaine d'années, installée dans un petit cabinet discret à Clichy. Ni froide, ni chaleureuse, juste professionnelle. Le genre de personne qui vous regarde droit dans les yeux sans chercher à vous analyser entre les lignes. J'étais nerveuse, non pas parce que je doutais de moi, mais parce que j'avais peur que quelqu'un d'autre, avec une blouse blanche et un diplôme au mur, puisse appuyer sur le même mensonge que mon fils avait semé. Et si elle me trouvait confuse? Et si j'étais vraiment en train de perdre pied sans m'en rendre compte? Ces questions, je les avais enfouies depuis des semaines. Mais là, dans cette salle d'attente, au mur beige, elles tambourinaient contre mes tempes. Quand elle m'a fait entrer, j'ai respiré profondément. Elle m'a invité à m'asseoir, à croiser les mains et m'a dit: Je ne suis pas ici pour juger, juste pour écouter, poser quelques questions et voir si tout va bien pour vous. J'ai hoché la tête.
Elle a commencé doucement. Des tests simples, des questions sur la date, les événements récents, ma routine. Elle m'a demandé de retenir 3 mots et de les lui redire quelques minutes plus tard. Je les ai mémorisés tout de suite. Citron, lampe, chaussure. Un jeu d'enfant. Elle m'a aussi parlé de ma vie, de Bernard, de mon quotidien. Je lui ai expliqué comment je gérais mes comptes, mes rendez-vous, mes courses. Elle prenait des notes, mais sans froncer les sourcils. À la fin, elle a fermé son carnet, m'a regardé longuement et a dit: Mireille, il n'y a aucun signe de démence. Vous êtes lucide, organisée, un peu fatiguée sans doute, mais c'est tout à fait normal dans un contexte de deuil. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti mes épaules se relâcher, comme si un poids invisible s'était détaché de ma nuque. Ce n'était pas une victoire éclatante, pas un soulagement triomphal. C'était plus subtil, plus profond, une sorte de confirmation intime que je n'étais pas folle, que je ne délirais pas, que ma réalité avait encore le droit d'exister. Elle m'a tendu une copie du rapport. Gardez-le précieusement. Et si vous avez besoin d'une deuxième évaluation, n'hésitez pas à revenir. Je l'ai remerciée avec un vrai sourire. Pas de façade, un sourire qui venait de loin. En sortant du cabinet, Alex m'attendait dehors, adossé à un réverbère, les bras croisés. Je lui ai tendu le document, il l'a parcouru rapidement, puis m'a regardé avec ce regard que seuls les alliés sincères savent porter. Parfait. On a une base solide maintenant. J'ai senti un nœud se défaire dans mon ventre. Ce soir-là, j'ai rangé le rapport dans mon tiroir à documents importants, à côté de mon livret de famille et de mon titre de propriété. Il avait sa place. Parce que cette maison, cette vie, cette histoire, elles m'appartiennent encore. C'est Alex qui a eu l'idée. Tu pourrais installer une caméra discrète, juste pour documenter ce qui se passe quand tu n'es pas dans la pièce. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la prudence. Je n'aimais pas l'idée de transformer ma maison en zone de surveillance, mais l'idée de perdre mon autonomie, sans preuve, sans voix, était pire. On a choisi un petit modèle, presque invisible, caché dans un pot de fleurs au-dessus de la bibliothèque. Une autre dans la cuisine, subtilement placée près de la lampe en céramique. Pas de son, juste des images. Je me suis sentie étrange ce jour-là, comme si je franchissais une ligne que je n'avais jamais osé approcher avant. Mais je savais aussi que c'était nécessaire. Pas pour espionner, pour me protéger. Il n'a pas fallu longtemps. La première semaine, on a capté Rémi en train de fouiller dans mon courrier pendant que je prenais ma douche. Il ne cherchait pas une facture précise. Il regardait tout, méthodiquement. Il a même photographié certains documents avec son téléphone. Une autre fois, il a pris les clés de ma voiture sur la table de l'entrée, les a glissées dans sa poche sans dire un mot, puis est sorti comme si de rien n'était. Mais le moment qui m'a fait le plus mal, c'est une conversation entre lui et Manon, enregistrée dans la cuisine. Elle sortait les boîtes de médicaments de l'armoire pendant qu'il s'appuyait contre le plan de travail. Elle est de plus en plus lente, disait-elle. Même ses gestes deviennent hésitants. Oui, répondait Rémi. Ça va devenir plus simple de la faire diagnostiquer comme inapte. Encore 2 ou 3 oublis et le dossier sera prêt. Manon a souri. On pourra commencer à planifier la suite. Ce serait bien de faire quelques travaux avant de la transférer, tu ne crois pas? Je suis restée figée en regardant la vidéo. Pas de colère immédiate. Pas de larmes non plus. Juste un froid. Profond. Tranchant. Le genre de vérité qui ne laisse plus place au doute. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'amour maladroit. C'était une stratégie. J'ai imprimé les images clés, extrait les vidéos sur une clé USB et préparé un dossier. Pas avec précipitation, avec méthode. J'ai noté les dates, les heures, les détails. Quand j'ai donné le tout à Alex, il a pris le temps de tout visionner. Il n'a rien dit pendant un long moment, puis il a hoché la tête. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de l'angoisse, mais parce qu'un calme étrange s'était installé, comme une veille silencieuse avant une tempête. Sauf que cette fois, je n'étais plus sans défense. J'étais prête. Avec la vérité dans ma main et pour la première fois, un plan. Quelques jours plus tard, une lettre en recommandé est arrivée, une convocation au tribunal de grande instance de Nanterre. L'audience était fixée pour dans un mois. Rémi poursuivait sa demande de mise sous protection judiciaire. En termes simples, il voulait que l'État m'enlève mon droit de décider pour moi-même. Je suis restée debout longtemps dans le couloir, la lettre à la main, le cœur comme suspendu. Pas de surprise, pas de choc, mais une certitude brutale, il était allé jusqu'au bout. Plus de subtilité, plus de demi-mesure. C'était officiel maintenant. Mon propre fils m'accusait d'être inapte à vivre seul. Alex est revenu ce soir-là. Je lui ai tendu la lettre sans un mot. Il l'a lue attentivement, puis a posé sa main sur mon avant-bras. On va faire face ensemble, Mireille. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour te défendre. Il parlait posément, sans alarmisme, et pourtant, dans ses yeux, je voyais qu'il comprenait l'ampleur du coup.
On a passé les jours suivants à construire le dossier. On a imprimé les vidéos, classé les extraits par date. On a ajouté le rapport médical du docteur Kent, les notes de mon carnet, les messages que Rémi et Manon m'avaient envoyés. Rien d'inutile. Juste les faits, les gestes, les mots, tous ces petits indices qui, mis bout à bout, tissaient une vérité irréfutable. Je me suis aussi préparée, mentalement. Je passais du temps à relire mes journaux, à revivre les scènes dans ma tête pour ne rien oublier. Pas pour m'apitoyer, non. Pour me souvenir de ce que j'avais vu, de ce que j'avais ressenti. Car ce n'était plus une question de mémoire, c'était une question de survie, pas physique, intérieure. Un matin, en préparant mon café, je me suis surprise à murmurer à voix haute: Je ne suis pas folle. C'était sorti sans que je le décide. Juste une phrase simple, directe, qui avait besoin d'exister dans l'air. Je ne suis pas folle et je ne suis pas finie. Il fallait que je l'entende, que je me l'ancre avant qu'on me coupe la voix. Rémi et Manon, eux, continuaient comme si de rien n'était. Ils passaient de moins souvent, peut-être par stratégie. Ils savaient que j'avais reçu la lettre. Mais aucun mot, aucun appel. Juste ce silence poli qui s'installe avant une bataille qu'on pense déjà gagner. Je les laissais faire. Je ne voulais pas d'un affrontement à domicile, pas d'une scène. J'avais compris que le tribunal ne serait pas seulement un lieu de justice. Ce serait ma scène à moi, mon espace pour dire, calmement, avec preuve et présence, je suis encore là. Et tandis que les jours raccourcissaient, que le froid s'installait doucement, je sentais quelque chose en moi se raffermir. Ce n'était pas de la vengeance, pas de la rage, juste une volonté claire, nette, comme le calme lourd avant l'éclat du tonnerre. La salle d'audience était froide, comme un couloir d'hôpital sans fenêtre. Les bancs en bois grinçaient sous le moindre mouvement, et l'air sentait le papier ancien et le désinfectant. Je m'étais habillée avec soin, une robe bleu nuit, ma broche préférée, et le foulard que Bernard m'avait offert à Noël, longtemps avant que les silences deviennent quotidiens. Rémi était déjà là, assis aux côtés de Manon. Il ne m'a pas regardée quand je suis entrée. Elle, en revanche, m'a adressé un sourire neutre, presque professionnel, comme si nous étions dans une réunion de travail, pas à un procès visant à me retirer mon autonomie. Le juge est arrivé à l'heure exacte, une femme dans la cinquantaine, rigide mais attentive. Elle a regardé chaque personne dans la pièce avant de déclarer: Nous sommes ici pour examiner une demande de protection judiciaire à l'encontre de Madame Mireille Béraud. Mon nom, prononcé à voix haute, m'a traversé comme une gifle douce. J'étais la plaignée ici, celle qu'on évaluait, celle qu'on jugeait. Rémi a parlé le premier. Son ton était posé, presque affectueux. Il a parlé de mon instabilité croissante, de mes absences fréquentes, de ma vulnérabilité émotionnelle depuis le décès de mon mari. Il a évoqué l'oubli des clés, les lumières laissées allumées, ma résistance aux soins. Il a même ajouté, la voix légèrement tremblante: Ce n'est pas facile de prendre cette décision, mais je fais ça par amour. Je l'ai écouté sans broncher, sans le quitter des yeux. Ce n'était pas mon fils que j'entendais, c'était une version de lui façonnée par la peur, par l'ambition, par quelque chose de plus profond que je n'avais pas encore réussi à nommer. Quand le juge m'a invité à répondre, je me suis levée lentement. J'ai parlé simplement. J'ai expliqué mes journées, mes habitudes, les ponts que je gardais entre moi et le monde. J'ai décrit la solitude du deuil, mais aussi ma lucidité. Puis, calmement, j'ai présenté les pièces du dossier, les vidéos, les échanges, le rapport médical. Alex a déposé chaque élément avec soin, comme des preuves dans une mosaïque plus grande que nous. Le silence qui a suivi leur visionnage a été plus éloquent que tous les mots. Le juge a regardé Rémi, puis moi, puis les papiers. Elle a posé quelques questions précises. Manon a répondu de manière évasive. Le malaise était palpable, quelque chose se fissurait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Je me suis tenue droite, enracinée dans ce que je savais vrai. Et dans ce silence tendu, j'ai compris, ce moment m'appartenait, je n'étais plus invisible. Quand l'audience s'est levée pour délibération, j'ai croisé le regard de Rémi. Il a voulu parler, sans doute, mais il n'y avait rien à dire. Plus maintenant. La vérité ne se négociait pas. Elle se montrait, simplement. Et elle venait d'être vue. Le juge était revenu une demi-heure plus tard. Le silence dans la salle était presque insupportable. Rémi triturait nerveusement sa montre. Manon gardait les bras croisés, le regard fixé droit devant elle, figé dans une posture d'assurance qui sonnait soudain faux. Alex, à mes côtés, m'a murmuré: Quoi qu'il arrive, tu t'es tenu debout. Et c'était vrai. Mais mon cœur battait si fort que je craignais qu'il couvre la voix du juge. Elle s'est assise, a réajusté ses lunettes et a commencé à lire. Sa voix était neutre, professionnelle, mais chaque mot était une libération. Après examen des preuves apportées, des documents médicaux et des témoignages, le tribunal ne constate aucun élément permettant de justifier une mesure de protection judiciaire à l'encontre de Madame Mireille Béraud. Mon souffle était resté suspendu, puis elle a continué, plus lentement. Les documents fournis démontrent au contraire une capacité intacte à gérer ses affaires personnelles et révèlent des comportements intrusifs et inappropriés de la part du requérant, M. Rémi Béraud.
Rémi a baissé les yeux. Manon a enfin quitté sa pose figée. Une fissure s'est dessinée sur son visage parfait, quelque chose entre l'incrédulité et le désarroi. Mais ce fut la dernière phrase qui m'a réellement rendu justice. Le tribunal recommande que M. Béraud suive une thérapie sur les limites familiales et engage une médiation familiale si Mme Béraud y consent à l'avenir. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une humiliation, c'était une reconnaissance. Officielle, claire. Le marteau a frappé, l'audience est élevée. Je suis restée assise un instant. Pas par faiblesse, par besoin de savourer ce moment de calme, après des semaines de tension. Alex m'a serré la main. Tu viens de reprendre les clés de ta vie, Mireille. J'ai souri. Pas largement, pas bruyamment. Un sourire discret, enraciné. Rémi m'a approché à la sortie, hésitant. Maman, a-t-il commencé. Mais je l'ai interrompu doucement. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Il a hoché la tête, honteux peut-être, ou simplement dérouté. Je ne le saurai jamais. Manon ne m'a pas regardé, elle est sortie sans un mot. Dans la voiture, Alex a conduit en silence. Il n'y avait rien à expliquer, rien à justifier. Tout avait été dit, montré, tranché. Chez moi, en franchissant le seuil, j'ai ressenti un soulagement étrange. Pas comme si j'étais revenue chez moi, non, comme si je l'avais récupéré. Chaque objet, chaque mur, chaque photo avait gardé son silence pendant que je luttais. Et maintenant, il y avait un nouveau souffle dans l'air. Ce soir-là, j'ai rangé les documents dans un classeur rouge, au fond du tiroir de mon bureau. Pas pour les oublier, mais pour les garder, comme des preuves que parfois, même dans le silence, la vérité trouve sa voie. Les jours qui ont suivi l'audience furent étrangement paisibles. Il n'y avait pas de célébration, pas de toast, ni de fleurs, juste une légèreté nouvelle, discrète, presque imperceptible, mais bien réelle. Une manière différente de respirer, d'occuper l'espace. J'ai changé les serrures, pas par peur, par principe. Les anciennes clés avaient circulé entre trop de mains. J'avais besoin de sentir que chaque cliquetis, chaque verrou tourné était une affirmation de mon autorité retrouvée. J'ai aussi fait installer une sonnette vidéo, un petit boîtier discret, juste au-dessus de la boîte aux lettres. Rien d'excessif. Mais il suffisait de ce simple œil mécanique pour me rappeler que je décidais désormais qui entrait et quand. J'ai repris mes habitudes, le marché du samedi matin, les jeux de cartes le jeudi, mes promenades dans le parc au coin de la rue. Au début, les gens me regardaient un peu différemment. Pas avec pitié, non, plutôt avec une curiosité silencieuse, comme s'ils savaient, mais n'osaient pas poser de questions. Rémi ne m'a pas recontacté, ni Manon. Et c'est très bien ainsi, je n'ai pas la force de leur pardonner tout de suite. Peut-être un jour, peut-être jamais. Ce n'est pas une affaire de rancune. C'est une question de frontières, de reconstruction, de solitude choisie plutôt que compagnie menaçante. Mais Alex, lui, venait toujours. Il passait avec du pain frais, un sourire sincère et parfois une pile de papiers à relire. Il ne posait pas de questions inutiles. Il savait que le silence avait aussi sa place et que certaines blessures cicatrisent mieux dans la lumière calme de la routine. Un après-midi, alors que je triais mes albums photos, j'ai retrouvé une image de Rémi enfant. 8 ans, peut-être. Son sourire était large, sincère, les genoux couverts de terre après une journée à jouer dehors. J'ai gardé la photo dans ma main longtemps. Ce garçon-là, je l'avais aimé sans réserve. Je l'aimais encore, quelque part. Mais ce n'était plus lui que j'avais affronté au tribunal, et je ne pouvais pas vivre dans la nostalgie d'un visage passé. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis longtemps. J'ai appelé une psychologue spécialisée dans le deuil. Une femme recommandée par le centre senior du quartier. J'aimerais parler, ai-je simplement dit. Elle m'a proposé un rendez-vous pour la semaine suivante. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était juste pour poser les valises, pour avancer sans devoir tout porter seul. En rangeant le téléphone, la sonnette a retenti. C'était Alex, avec une tarte aux pommes encore tiède. Tu as gagné, a-t-il dit en me tendant la boîte. J'ai répondu avec un demi-sourire. Non, j'ai juste repris ce qui était à moi. Nous avons mangé sur la terrasse, les genoux couverts de plaid, entourés de silence et de lumière douce. Et pour la première fois depuis longtemps, ce silence-là ne me pesait plus. Il était à moi, comme tout le reste. Le printemps est revenu sans faire de bruit. Les arbres du square ont recommencé à verdir. Les marchés se sont remplis de fraises et de tulipes, et les fenêtres des appartements restaient ouvertes plus longtemps le soir. Ma maison, elle aussi, semblait respirer autrement, plus calme, plus solide. Je me suis surprise à réapprendre mes propres gestes, préparer un café en fredonnant, ouvrir les volets sans précipitation, lire le journal sans surveiller la pendule. Pendant des mois, chaque action avait été chargée de soupçons, de justifications, de peur que l'on m'observe. Maintenant, elles reprenaient en leur simplicité, leur droit d'exister sans permission. La sonnette vidéo ne sonne pas souvent, mais quand elle le fait, je regarde l'écran avec un mélange de vigilance tranquille et de confiance nouvelle. La plupart du temps, ce sont des voisins, des livreurs ou Alex.
Parfois, c'est personne. Un simple frisson du vent qui effleure le détecteur. Mais ce son-là, même dans le vide, me rappelle que c'est moi qui choisis. Moi qui décide si la porte s'ouvre. Je n'ai plus besoin d'écrire dans mon carnet chaque incident, chaque changement. Je l'ai rangé dans un tiroir, à côté des documents du tribunal. Ce n'est plus une arme, c'est une mémoire. Et je sais maintenant que ma voix peut se faire entendre autrement. Plus calmement, plus solidement. Je repense parfois à Rémi, je me demande s'il regrette, s'il comprend ce qu'il a tenté de faire, ou s'il croit encore avoir agi par amour. J'aimerais pouvoir lui parler un jour, non pour effacer ce qui s'est passé, mais pour lui dire que je suis encore là, que sa mère existe, pas comme un fardeau, ni comme un fantôme, mais comme une femme debout. Mais je ne suis pas pressée. Certaines distances sont nécessaires, et la mienne, je la cultive maintenant comme un jardin, avec patience, avec soin. La psychologue que j'ai rencontrée s'appelle Claire. Elle a une voix posée et des silences qui écoutent. Je vais la voir 2 fois par mois. Pas parce que je suis brisée, mais parce que je suis en réparation. Elle m'aide à comprendre que la solitude n'est pas un échec, que le chagrin n'est pas une faiblesse, et que reprendre sa place dans le monde, c'est un acte de courage discret. L'autre jour, en rangeant mes placards, j'ai trouvé un vieux tableau que Bernard avait commencé à peindre, une esquisse à peine colorée d'un paysage de bord de mer. Il ne l'avait jamais fini. Je l'ai accroché dans l'entrée, pas comme un souvenir inachevé, mais comme une promesse. Et maintenant, maintenant je vis, un jour à la fois, dans une maison qui m'appartient, avec des murs qui m'écoutent, avec un futur que je n'ai pas à demander, mais simplement à prendre. Et chaque matin, quand le soleil traverse la vitre, je me répète une seule phrase, doucement, sans besoin d'y croire trop fort. Tu es chez toi, Mireille, chez toi. Il y a des soirs où la maison semble parler, pas à voix haute, non, mais à travers les craquements du bois, les rideaux qui frémissent, la pendule qui égrène les heures. C'est une maison modeste, sans prétention, mais chaque pièce a été témoin de ma vie, de mes rires, de mes colères, de mes silences aussi. Elle n'a pas changé, pas vraiment. C'est moi qui l'habite autrement. Dans la cuisine, je laisse maintenant les tasses sécher à l'air libre. Je ne me presse plus pour les ranger, comme si quelqu'un allait vérifier. Le salon est revenu à son ordre d'origine, mes livres à gauche, les photos au-dessus du buffet, mon fauteuil près de la fenêtre. Je me suis réapproprié chaque espace, centimètre par centimètre, non par caprice, mais par nécessité. Chaque objet retrouvé à sa place était une phrase chuchotée à moi-même. Tu existes, tu comptes encore. Je parle souvent à Bernard, pas à voix haute mais en pensée, quand je plante mes herbes aromatiques sur le balcon, quand je répare un bouton ou quand je reste un peu trop longtemps devant son vieux blouson accroché derrière la porte. Je ne lui demande rien, je lui raconte simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, comment j'ai tenu. Il me manque, bien sûr, il me manquera toujours, mais je commence à comprendre que son absence n'est pas un vide, c'est une trace, un passage qui reste, même quand la voix s'éteint, et dans cette trace, j'avance. Il y a quelques jours, Alex m'a proposé d'intervenir dans une réunion locale sur les droits des personnes âgées. Ton histoire peut aider d'autres femmes, m'a-t-il dit. J'ai hésité. Pas par peur de parler, mais parce que je n'avais jamais pensé que ma douleur pouvait servir. Puis j'ai accepté. Non pas pour régler des comptes, mais pour offrir un repère à celles qu'on veut faire taire doucement, à coups de diagnostics et de décisions bienveillantes. Je n'ai plus besoin que l'on me croie, je n'ai plus besoin de convaincre. Ce que j'ai vécu est inscrit en moi, et c'est assez. Parfois, le soir, quand tout est calme et que la ville commence à s'assoupir, je m'assois sur ma terrasse avec un plaid sur les genoux. Je regarde les lumières s'éteindre une à une dans les immeubles en face. Et je me dis que malgré tout, une lumière reste. Celle qu'on garde en soi, même quand les autres essaient de l'éteindre. Celle qui ne dépend d'aucune autorisation, qui ne demande aucun pardon. Et cette lumière-là, personne ne pourra plus jamais me l'enlever. Pas mon fils, pas sa compagne, pas même le temps. Elle est à moi, comme ma voix, comme ma maison, comme mon histoire.